Salut les amis, c'est toujours les Gilets jaunes constituants. Cette fois, pas de cible grandiloquente, pas d'action héroïque. On est posé à un café à côté de Barbès, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à rien branler. Non, plus sérieusement, on va recueillir le témoignage d'un de nos camarades, donc Mehdi. Mehdi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes mésaventures? Ça va et toi? Et toi, ça va? Ça va, tranquille? Ouais, merci, c'est gentil. Écoute, donc je suis avec, je sais pas, les gens m'abordent dans la rue. Mehdi, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, est-ce que tu peux nous dire tes déboires qui sont arrivés lors de l'acte samedi? Alors, j'étais d'abord avec quelques collègues au Trocadéro, une manifestation très calme, les policiers marchaient au milieu de la foule, discutaient avec les gens. Et fatigué de la semaine qui avait passé avec plein d'action, j'ai décidé de rejoindre la manifestation au Sacré-Cœur après qu'ils aient traversé tout Paris depuis l'enfer Rochereau. Et ainsi je prends le métro, j'arrive sur les lieux en bas de la butte Montmartre autour de 15h et je décide de volontairement faire un petit détour pour emprunter le même chemin qui a été emprunté par la manifestation déclarée un petit peu plus tôt pour être totalement dans mon droit et pour la même occasion dire bonjour aux forces de l'ordre. Être sympathique, leur montrer qu'on n'est pas tous à leur faire la tête. Et c'est là qu'à la grande routine, on me demande d'ouvrir mon sac, de faire un petit contrôle classique. Donc on est habitué à ça, pas de problème. Je m'attends à la limite à me faire confisquer mes lunettes ou mon masque à gaz que j'avais dans mon sac. Mais non, un officier très nerveux par rapport à ses collègues qui me saluaient d'abord me demande de continuer le contrôle derrière les vannes. Donc on y va. Le contrôle commence normalement, donc on trouve un masque à gaz, on trouve 2 paires de lunettes, et puis là on me demande ma carte d'identité. C'est là que je sens une petite frustration de part... Toi aussi? Je pense à maman, à ma mère. Attends une minute, maman, elle est sympa, ma mère, avec moi. c'est sympa, mais on est en Facebook Live là, camarade. Pas de souci. Vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Aucun problème. Et donc au moment du contrôle d'identité, je vois une petite frustration à voir moi habillé comme on va dire le parisien lambda, mais avec un nom et un nom de famille à consonance très marocaine. Je vois que l'officier qui regarde cette carte-là commence à se dire tiens, celui-là, il y aurait quelques trucs à faire avec. Bref, on attend un quart d'heure, une demi-heure. Pendant ce temps-là, je discute avec 3-4 CRS autour de moi qui se disent quand même aussi ça commence à être très long, on se demande pourquoi. C'est pas le pire des voyous, j'entends des phrases comme ça. J'en entendais une un peu plus loin, c'est pour faire du chiffre de toute façon. Il semblerait que... C'est pour faire du chiffre. J'ai entendu cette phrase, oui. C'est un des CRS, un mec très gentil qui était avec moi qui disait ça. Ils avaient l'air de s'ennuyer, hein. Au bout d'un moment ils ont dû enlever leur casque, mais d'après ce que j'ai vu les lendemains, moi, cette manifestation avait été très calme, il n'y avait pas eu trop de débordements, donc il n'y avait pas eu... de quoi donner de quoi faire à tous ces gens mobilisés, ces milliers de CRS dans ces rues-là. Et j'étais là sûrement au mauvais endroit, au mauvais moment. Au bout de ces une demi-heure, ce même officier un peu nerveux, pour ne pas donner son nom même si je ne le connais pas, vient et dit ah celui-là, il vient le chercher. Et c'est là que moi, au même niveau que les 3 CRS autour de moi qui étaient très sympathiques, exprimons une forme d'étonnement, un soupir. Et directement, ce que j'ai envie de demander, c'est pour quel motif. Mais j'ai pas eu à le faire, un des CRS l'a fait pour moi. Pour quel motif? Il n'a pas répondu, il nous a expliqué que la loi c'était la loi, qu'il avait des responsabilités et que c'était un homme droit, père de famille, bref. Il a tellement droit qu'il n'applique pas, il ne respecte pas la loi de son pays. Eh bien laquelle? Déjà j'aurais bien aimé savoir laquelle. Enfin bref. Je viens me faire récupérer par 2 policiers dans une scénique qui m'emmène au commissariat de la Goutte d'Or. Ici à Barbès-Rochechouart dans le 18e. C'est pas le commissariat. C'est pas exactement le commissariat, c'est un centre de... Comment on a dit? Centre d'investigation et d'enquête de... Je sais plus comment on a dit. Je crois que c'était centre d'investigation et d'internement. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est un bâtiment de garde à vue pour poser quelques plaintes, mais rien de plus. Il n'y a pas beaucoup d'administration là-dedans. Arrivé là-bas, je ne suis pas encore au courant, je ne sais pas encore si je vais faire de la garde à vue ou pas. Je m'attendais peut-être à juste partir 1 heure après avec un papier, un appel à la loi. Donc je resterai très calme, très sympathique, toujours à discuter. 9 policiers sur 10 au total avec qui j'ai eu un échange verbal ont toujours été
dans l'incompréhension. Cette jeune policière à qui on a parlé juste avant devant le commissariat disait qu'elle était là samedi et disait, même nous, tous les collègues, on disait pourquoi il est là, lui, on ne comprenait pas. Et jusqu'à la fin, jusqu'aux 21h plus tard, on n'a toujours pas su exactement pourquoi. Mais bon, on m'explique que c'est systématique, que la garde à vue ce sera systématique pour tout gilet jaune arrêté, peu importe le motif. Et même à ce moment-là, je ne sais pas si je pars pour une garde à vue de 2 heures, ou pour 24 heures, ou pour même 48, ou même être transféré dans un dépôt plus tard pour aller passer en comparution immédiate au tribunal. J'en ai aucune idée. On me dit que je peux faire appel à un avocat, mais que ça prendrait beaucoup plus de temps, que là je serais vraiment parti pour rester plusieurs jours. Donc bon, je dis, allez, faisons au plus rapide. Je pense que ça a été une erreur, mais... On te dissuade de prendre un avocat d'une certaine façon. Je peux pas affirmer qu'on me dissuade, mais on m'invite à ne pas en prendre un pour mon intérêt. C'est comme ça qu'on me le dit. Après, vrai ou pas, bon, je n'affirme rien. J'ai droit à plein de petites remarques. Alors tu vas remettre ton costume de clown, t'es parti à la piscine, t'es la honte de notre région. Plein de trucs comme ça. On me demande pour prendre la photo de remettre mon gilet jaune, de mettre mon masque à gaz et de mettre mes lunettes. Si je n'avais pas rebondi là-dessus en disant que non, je ne les portais pas au moment des faits, je pense qu'ils auraient pu appliquer la loi anti-casseur sur mon dos. J'ai précisé que je ne les portais pas, il m'a dit bon alors du coup accroche-les juste autour du bras. Donc j'avais de chaque main accroché mes paires de lunettes comme un trophée. Et après ça, fouille, on m'envoie en garde à vue et je me retrouve là, dans une cellule qui est prévue pour accueillir entre 6 et 12 personnes, avec une odeur abominable, du sang par terre, des excréments humains collés au plafond, une odeur insupportable, des gens en train de dormir dans la cellule, chacun sur l'un des côtés de la pièce. Je m'assois dans un coin et je commence à attendre, sans savoir pour combien de temps je serai là. Je demande, dès que quelqu'un passe, si j'ai le droit de prévenir quelqu'un par un numéro de téléphone. On m'explique que j'ai le droit à un seul numéro de téléphone. J'ai demandé du coup de prévenir le numéro de prévenir ma mère pour pas qu'elle s'inquiète. Elle savait que je faisais partie des Gilets jaunes, que j'allais à une manifestation. C'est légitime pour elle de s'imaginer le pire quand son fils ne répond pas après 24 heures. Elle a passé une nuit blanche abominable, a appelé les hôpitaux de Paris, a appelé des commissariats, puisque ces policiers ne l'ont même pas appelé. Alors j'avais le droit à un appel de leur part, mais ils ne l'ont pas fait. C'est totalement gratuit et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse de leur part, mais bon. Dans l'ordre, il s'est passé beaucoup de choses. Après quelques heures dans cette garde à vue, on vient me chercher pour établir mon procès verbal. Dans ce procès verbal, la feuille contient déjà le motif avant de rentrer tous les détails de la journée. Le policier qui me fait faire ce procès verbal est hyper sympathique, les 3 personnes dans son bureau aussi. Il me demande même s'ils ne veulent pas que je mette un peu de musique en arrière-plan, ils sont super sympas. Il m'explique, il me fait sous-entendre que je suis fiché S, que même si c'était pas moi directement, c'était comme ça, qu'ils avaient eu des nouvelles directives qui étaient très droites et que vu le calme de la manifestation, ils avaient dû attraper un peu n'importe qui passait par là. Mon procès verbal a lieu, je précise... Et c'est là, je pense, que j'ai gagné un peu leur sympathie. Je précise que nous, Gilets jaunes constituants, avons marché avec eux au Trocadéro pour leur manifestation contre les suicides policiers, que j'ai été la veille sur la plaque de Xavier Jugelé pour apporter des fleurs. Cette plaque a été vandalisée samedi de l'acte 18. Donc je leur montre bien, et ils le voient bien, que je ne fais pas partie du gilet jaune casseur. On a un collègue constituant qui dit même moi je suis gilet jaune foulard rouge, je suis contre la violence. C'est un petit peu ça, j'ai jamais jeté le moindre caillou. De une, parce que comme nous on le demande de ne pas faire d'amalgame entre le gilet jaune casseur et celui qui ne l'est pas, je ne fais pas l'amalgame entre le mauvais policier et le bon. Et de toute façon je ne vise pas assez bien pour toucher celui dont je suis sûr qui a fait des bavures. Bref, fin du procès verbal, on me ramène en cellule. Je me tourne en boucle pendant des heures, ce qui était sur procès verbal et le motif. Le motif écrit à ce moment-là sur procès verbal, c'est participation à une manifestation violente et non autorisée, attroupement interdit, et c'est tout. Je précise que c'est tout parce que plus tard il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Cet attroupement interdit n'est pas possible puisque j'étais tout seul, et manifestation illégale et non autorisée non plus. Cette manifestation était organisée par Déclat à Manif, un groupe qui est totalement pour la dispersion en fin de manifestation et pour tout déclarer en préfecture. Et j'avais volontairement emprunté la route qui avait été employée par le cortège quelques heures plus tôt, donc pour fonctionner et être volontairement dans la loi. Même si de base j'aurais pu très bien faire le trajet 10 minutes plus court, mais je voulais vraiment être, parce que je savais que c'était une semaine après un acte qui avait été assez violent, je ne voulais pas être dans la provocation par rapport aux forces de l'ordre, je voulais montrer une sympathie et
un pacifisme tel que est 90% des personnes qui prennent part à ces rassemblements, et en tout cas celui de samedi. Nous avons donc tous été dans la stupéfaction de voir que 12 heures après, j'étais encore là. Il va se passer quelque chose de bizarre à plusieurs moments. D'abord, ce procès verbal a été fait autour de, c'est difficile pour moi à dire, je vais dire 18 heures. C'était très difficile de savoir l'heure qu'il était. Je ne pouvais même pas savoir s'il faisait jour ou nuit dans la cellule où j'étais. Mais passé 19h10, je sais que c'était 19h10 parce que j'avais demandé l'heure à la personne qui était venue me voir. Il semblait qu'il manquait une question sur mon procès verbal. La question était ridicule, c'était « Quel âge avez-vous » J'ai répondu 20 ans, on m'a fait re-signer le papier. Un collègue en cellule m'a expliqué que le parquet fermait à 19h et qu'en faisant ça, ça renvoyait mon dossier au lendemain matin et ça m'assurait de passer la nuit en garde à vue. Je fais donc tout le nécessaire pendant des heures, sortir, signer un papier, signer un inventaire de fouilles. On me fait un prélèvement ADN, un policier me fait un prélèvement ADN. Une heure plus tard, revient me voir pour me dire que les charges n'autorisent pas le prélèvement ADN et me montre qu'il le détruit. Mais 8 heures plus tard, j'ai eu un autre officier de police qui dit « C'était pas moi la dernière fois, je sais pas comment il a fait, moi je le fais en tout cas, même si je dois le détruire plus tard, je fais le prélèvement, je suis sorti avant qu'il le détruise. » Donc, les charges qui ne autorisaient pas ce prélèvement ADN, la première fois, même si c'est les mêmes charges plus tard, un deuxième prélèvement a eu lieu et lui, il est toujours présent. Je tiens à rappeler que l'ADN, c'est la donnée la plus privée que vous pouviez avoir en tant qu'être humain et citoyen français. Il n'y a rien de plus privé que votre ADN. C'est très très grave de prendre ça. Plus tard, il va se passer une nuit de stress, de peur, de sanglots à certains moments. Je suis dans une cellule avec des gens qui sont là pour agression, pour vol. À Barbès-Rochechouart, c'est un quartier extrêmement, on va dire, peu paisible, oui, cosmopolite et peu paisible la nuit. Donc toute la nuit, dans les cellules juxtaposées à la mienne, ainsi que celle-là, je vois des allers-retours, des gens être amenés, des gens repartir pour des crimes de toutes sortes, viol, agression, il y a eu un voleur de téléphone, un cambrioleur, il y a eu de tout, ils se battent entre eux dans la cellule, plein de choses comme ça. Tout ce que je me suis dit tout ce temps-là, c'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'aurais été dans une cellule tout seul, j'aurais pas été aussi choqué, mais là j'étais traité comme un criminel, comme quelqu'un qui a fait le pire des crimes. Alors que ce que j'ai fait, c'est exercer mon devoir, non pas mon droit, mais mon devoir de citoyen français en manifestant. À chaque fois qu'un policier est passé pour nous amener à boire, pour aller aux toilettes, pour nous apporter à manger à certains moments, je leur expliquais ça, je leur demandais quelle était ma charge, je leur demandais s'ils avaient appelé ma mère. À chaque fois, je n'ai pas eu de réponse, mais je pouvais lire dans leur visage et j'ai eu beaucoup de fois, je peux compter une vingtaine, une trentaine de fois où on m'a toujours dit « bon courage à toi, fais attention à toi ». Les policiers me dirent ça quand j'arrivais dans ces cellules, quand je faisais les allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Le lendemain matin, c'est dit comme ça, on a l'impression de faire une ellipse et que j'ai passé une belle nuit, mais pas du tout, j'ai pas dormi, c'est des petites siestes. À chaque fois qu'un policier passe dans le couloir, que ce soit pour ma cellule ou pour une autre, je me dis « ah, c'est enfin pour moi », puisqu'à aucun moment on m'a dit pour combien de temps je serais là. Je n'ai jamais su à quel moment j'allais sortir. Sur les coups de 11h du matin le lendemain, on me dit que tous les gilets jaunes allaient passer en dépôt. On était 3 au total dans le bâtiment. Il y en avait un qui était avec moi, qui m'avait rejoint plus tard, et son collègue après, je pourrais parler de lui plus tard. Parce que lui, il a été victime de violences assez remarquables. Il a le nez cassé, l'arcade ouverte, l'épaule déboîtée, des déchirures un peu partout. C'était pas beau à voir. Une arrestation. Oui, sur une arrestation. Des policiers en moto. Il leur avait fait une blague. Il a dit tu voleras, mais sur ma tige, au voltigeur. Donc ils l'ont mis outrage, mais l'arrestation en elle-même était très violente. Et cette personne-là, je l'ai attendue 1 heure après avoir été sorti, il n'est pas sorti. Mais 1 heure avant que moi je sorte, sur les coups de midi, ils nous disent qu'on allait tous passer en dépôt. Donc là, on s'est dit c'est pour 48 heures, on allait être envoyé au tribunal, attendre dans une autre cellule pour passer en comparution immédiate les lundis ou mardis. Ça me faisait très peur. Finalement, 1 heure après, on vient me chercher pour me donner un rappel à la loi où il y a marqué dessus non pas ce qui était sur le procès verbal, à savoir manifestation non autorisée et attroupement interdit. Ils avaient enlevé la manifestation autorisée. La raison pour laquelle j'avais été arrêté de base, à savoir possession de masque à gaz et de lunettes, non plus, mais il y a marqué port d'armes. On m'a expliqué plus tard
que le masque à gaz, que ce genre d'objet était considéré comme une arme. Et le policier tout à l'heure nous a dit aussi que dans le rappel à la loi, le document du rappel à la loi est très très généraliste, qui ne précise pas et que c'est volontairement fait comme ça. Donc port d'armes, on ne précise pas de quelle catégorie. On ne sait pas si j'avais une arme à feu, si j'avais un couteau, si j'avais un masque à gaz, ça prête beaucoup à confusion. Pour un policier français qui sait comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais le jour où je veux emprunter un aéroport, voyager de façon internationale, je pense que j'aurai des problèmes à ce niveau-là et je veux absolument faire rectifier ces choses-là parce que de une, un masque à gaz n'est pas une arme, je suis désolé, et de deux... Ouais, parce que je me permets de rappeler juste, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, port d'arme a fini sur ton procès verbal. Oui. L'arme en question, c'est un masque à gaz. On ne sait pas, mais c'est ce que j'imagine puisque c'est la seule chose que j'avais. C'est la seule chose que tu avais. Donc ce qui a été retenu comme arme pour établir ton procès verbal en tant que port d'arme, voilà. C'est un masque à gaz. Et ton rappel à la loi, c'est un masque à gaz. J'imagine que c'est ça. Mais ça prête beaucoup à confusion. J'imagine que ce document dans la main d'un autre policier à 1 mois d'intervalle, si moi je lui raconte la réalité de ce qui s'est passé, ce que j'avais dans mon sac, ça sera légitime de sa part de ne pas me croire. Et d'imaginer que j'étais un casseur avec, je sais pas, une matraque, avec des pavés, avec n'importe quel attirail lambda. Là, il y a une dimension sur laquelle je tiens à revenir, parce que c'est d'expérience, c'est malheureux, mais d'avoir un nom à consonance maghrébine, ça m'a attiré beaucoup d'ennuis dans le passé avec les forces de l'ordre. Et ce que je ne comprends pas, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'étais là pour possession de masque à gaz et de paires de lunettes. Il y avait, juste après que j'arrive, un autre gilet jaune, mais on va catégoriser physiquement et niveau vestimentaire ressembler, je ne sais pas, le parisien lambda, français, qui avait sur lui la même paire de lunettes que moi, la Decathlon jaune fluo. C'est très très drôle que Decathlon vende des lunettes de piscine jaune fluo, pas d'autres coloris à 1,60 €. Je trouve ça très très sympa de leur part. Et une bombe. Il avait une bombe gazeuse, comme les policiers ont, manuelle, pour la courte distance. Ça pour moi est très très grave. Cette personne-là a fait 1 heure de garde à vue, a été relâchée plus tard. Voilà. Et il a été dans une pièce avec des personnes, on va dire, de couleur blanche. Moi j'étais avec des Algériens et des Marocains. On rappelle que tu t'appelles Mehdi. Voilà, c'est ça. C'est probablement la raison pour laquelle j'ai fini en garde à vue et c'est probablement la même cause qui fait que les CV sont renvoyés très très vite quand on envoie ça à Paris et des choses comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet. J'arrive à la fin de cette garde à vue, je sors avec ce procès verbal en ayant malheureusement signé ce document de rappel à la loi qui dit port d'armes, qui était au milieu de 20 pages, qu'on m'a dit c'est de la paperasse, que j'ai fait le plus vite possible. J'étais fatigué après avoir passé 21 heures dans une cellule abominable. Je ne vais même pas témoigner dans le détail des interactions entre les personnes dans cette cellule-là, de leur nature, de leur passé, de qui ils étaient. Mais j'ai vu des comportements policiers vraiment affreux, même parmi ceux qui étaient sympathiques envers moi, des remarques très très racistes et une façon de parler à la personne de couleur et à la personne qui parle mal le français vraiment vraiment agressive. J'ai vu des gens juste demander à boire et de ne pas être capable de l'exprimer correctement, se faire envoyer balader et être là à se pisser dessus ou à pisser en coin de la cellule au bout de 4 heures. Si, bien sûr. Voilà, ça c'est des choses, mais bon, malheureusement on est habitué. Pour les gilets jaunes en tout cas, je n'ai jamais compris du début à la fin pourquoi j'avais été interpellé. Je ne comprends pas non plus la forme et la façon dont ça a été fait, à savoir pourquoi ne pas appeler ma mère, ce genre de petits détails. C'est quand même, ça touche personne d'autre que elle. Pourquoi ne pas avoir fait ça? C'est gratuit. Pourquoi une telle haine envers les gens qui se retrouvent derrière les barreaux pour un policier qui est arrivé 4 heures après celui qui a fait l'interpellation, qui se dit si t'es là c'est pour une bonne raison et qui ne va pas chercher à comprendre. Là on revient aux années 40 et on a cette phrase qui s'appelle je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Si je la dis avec un accent allemand, on voit direct de quoi on parle. Mais c'est exactement ce que ces policiers nous disent aujourd'hui. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Et pourtant, tout ce qu'on peut apprendre de ces dernières guerres mondiales, c'est justement qu'on est dans un état de droit où chacun a une liberté de penser, a une réflexion qui lui est propre et qui peut aujourd'hui lui permettre de se diriger vers n'importe quelle forme de syndicat, il y a beaucoup de choses à faire. Désolé pour mon expression. Je suis encore sous le... comment dire, être traité comme de la merde. Désolé pour mon langage, mais c'est comme ça que je le vois. Je sens mon droit de français, mon droit, ma liberté de circuler, ma liberté d'expression, ma liberté de penser, violée. Réellement violée.
C'est ça qui se passe. À la petite échelle, c'est quand on s'est bloqué dans une rue aux Champs-Élysées ou quelque chose quand un manif est déclaré, mais là, c'est 21h à Barbès-Rochechouart, à la Goutte d'Or. Je connais pas de pire endroit à Paris pour faire une garde à vue. J'aurais aimé en fait avoir une caméra tout le long, avoir une GoPro pour vous montrer l'état de la cellule, comment les gens parlent, la peur que vous avez quand vous êtes dans une cellule comme ça, que les gens se battent entre eux. Vous n'osez pas appeler, toquer à la porte parce qu'ils pourraient s'en prendre à vous. Vous, gilets jaunes, vous mettre dans une pièce avec des violeurs, des criminels, des vrais, c'est rien d'autre qu'un passage à tabac moral. Vous rappelez qu'on fait partie d'une catégorie de gens qui n'ont... Exactement. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes les rats, les sans-dents, ceux qui ont faim et qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, qui n'ont pas le droit à circuler, qui n'ont pas le droit de dire, etc. Quand je quittais ce commissariat, dans les documents que j'ai signés, là où j'ai fait l'erreur de signer un document qui disait port d'armes, j'ai aussi fait l'erreur de signer l'inventaire de ma fouille qui apparemment est soit incomplet ou alors il l'est et c'est eux qui ont fait une erreur humaine, l'un ou l'autre, mais j'avais une croix en argent, avec une chaîne en argent, qui n'a pas une grande valeur financière mais qui a une valeur sentimentale énorme, qui est une pièce historique qui a plusieurs centaines d'années maintenant, qui ne m'a pas été rendue. On m'a pas rendu mon gilet jaune, qui n'a rien à voir au final avec le port d'armes ou avec l'attroupement ou des choses comme ça. Techniquement, même ça, il n'y a pas de loi qui s'applique pour me prendre mon gilet jaune. J'ai un brassard que je porte depuis l'acte 2. C'est le brassard de mon arrière-grand-père qui était résistant. C'est un brassard FFI FTPF, donc franc-tireur et partisan français et forces françaises de l'intérieur avec la croix de Lorraine. J'ai dû insister lourdement pour le garder. De base, ils ne voulaient pas. Ils ont été, mais je pense que c'est à titre individuel. Le policier qui m'a remis mes affaires a été plus ou moins gentil et même lui, il a dû prendre un tout petit risque à son niveau de me rendre ça. Mais je suis parti avec mon sac à dos vide et mon parapluie à l'intérieur, rien d'autre. Heureusement que j'ai pu récupérer ça parce que c'est familial et ça m'aurait vraiment porté souci. Et bon, donc je suis volé. On est là, en réalité, on ne peut pas trop filmer, mais on est à une vingtaine de mètres de ce même endroit, de ce même commissariat. Voilà. Et on est venu ici pour demander si je pouvais récupérer justement cette croix. Bon, on m'a plus ou moins envoyé chier. J'allais forcément quelque part, mais bon, tant pis. Je peux pas trop revenir dans des détails précis, parce que je ne veux pas prendre le risque d'erroner des choses que j'ai entendues ou des trucs comme ça. La mémoire a des limites. Je pourrais toujours en revenir en privé là-dessus avec n'importe lequel d'entre vous. Si vous venez nous voir en manifestation pendant nos actions, ça sera avec plaisir. Mais tout ça, tout ce soutien, pourquoi partager, pourquoi diffuser ce truc-là, c'est parce que c'est rien au final. Pour nous, Parisiens, moi la garde à vue que j'ai vécue là, c'est rien du tout. Il y a plein de villes de France qui n'ont pas la chance d'avoir des caméras, qui n'ont pas la chance d'avoir des médias indépendants, qui n'ont pas la chance d'avoir des gilets jaunes constituants qui apportent un soutien, même pour vous donner des avocats, pour vous aider à vous expliquer vos droits, même pour être là quand vous sortez de la garde à vue. Ce genre de soutien, à Paris on a la chance de l'avoir, mais je pense qu'il y a une grande partie du territoire français où beaucoup de gens sont victimes de ça tous les week-ends et même nous là on ne le sait pas, on l'apprendra qu'un mois en retard à chaque fois. Ouais. Et c'est pour ces gens-là qu'il faut absolument que j'insiste sur la diffusion et sur le partage parce que c'est énormément de personnes je pense. Donc les gilets jaunes qui se font arrêter arbitrairement et le petit maghrébin qui se fait arrêter arbitrairement aussi depuis 30 ans, c'est constamment que ça arrive. Ouais, parce que je rappelle que malheureusement c'est loin d'être un cas unique. À Paris comme en France, on se souvient de ce témoignage qui a été donné d'un couple dont le seul crime était apparemment de porter une banderole en faveur du RIC. Leur seul crime, porter une banderole en faveur du RIC et qui ont fini en garde à vue. On se souvient de tout ça. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Avec plaisir. Rappelons que c'est pas un cas isolé. Il y a eu depuis le début du mouvement, même en décembre, beaucoup d'arrestations préventives sans motif. Ça s'est vu. Là, tu nous donnes ton témoignage, mais c'est presque généralisé sur la France entière, pour tous les gilets jaunes. Il y en a même pour port de masque et tout qui sont passés en comparution immédiate. Bien sûr, beaucoup ont reçu des violences physiques aussi, que moi je n'ai pas eu. J'insiste là-dessus. Là où mon témoignage est intéressant, c'est voir le nombre de policiers
qui étaient dans la compassion par rapport à ce qui m'arrivait, qui me souhaitaient bon courage, qui étaient de tout cœur avec moi, qui ont essayé de me dire là je vais amener un mec un peu bizarre, copine pas avec lui, des trucs comme ça. Tous ne savaient pas pourquoi j'étais là et donc une pensée pour ces forces de l'ordre aussi. D'ailleurs à ce propos, il y a un article du coup qui est paru le 14 mars de Mediapart qui explique du coup, parce que le préfet de police a demandé du coup aux différents commissariats, aux différents policiers mobilisés sur le terrain, de faire un certain nombre d'arrestations pour montrer que le gouvernement fait bien son travail. Et samedi dernier, la manifestation ayant été très calme, du coup pour rentrer dans les quotas et faire les chiffres demandés, voilà, il faut faire du chiffre, cette phrase. Voilà, ils ont été amenés du coup à arrêter des gilets jaunes qui n'avaient rien fait. Et sur un commissariat, donc il semblerait, enfin l'information que j'ai c'est par un officier de police qui nous a dit que c'était le commissariat du 6e, mais j'en suis pas sûre. Dans l'article de Mediapart, ils disent Est parisien, enfin voilà, donc a priori pas le 6e. Et en gros, les policiers se sont mis sur ce commissariat successivement en arrêt pour pouvoir justifier auprès de leur hiérarchie qu'ils n'arrivaient pas à remplir les quotas. C'est-à-dire voilà, on n'a pas fait le quota, mais parce qu'il nous manquait 4 officiers, il nous manquait 4 policiers, le lendemain il en manquait encore 4, etc. Donc c'est pas généralisé sur tous les commissariats, hein, rappelons-le. Mais en tout cas sur un commissariat apparemment dans Paris, refusant par intégrité et parce qu'ils ne se sont pas engagés pour ça, d'arrêter sans motif des manifestants, ont tenté comme ils ont pu de résister. Donc ils ne peuvent pas tous se mettre en arrêt le même jour, hein. C'est un peu comme les hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là que pour arrêter les gilets jaunes, les policiers, hein. Ils arrêtent du coup, comme tu dis, les violeurs, les cambrioleurs, les braquages, etc. Et donc là monte l'article, je ne sais pas si les gens peuvent vouloir retrouver l'article du coup de Mediapart. Ouais, parce que regardez les amis, alors du coup voilà l'article de Mediapart en question dont on parlait, qui précise, en effet vous pouvez le trouver, il est toujours disponible sur internet, hein. Oui, bien sûr. Donc sur le site de Mediapart directement, qui précise et qui rend les témoignages de policiers, je crois, qui prouve que finalement il y a des quotas d'arrestation qui ont été demandés par jour et que du coup il y a des manifestants, des personnes liées à la manifestation qui sont susceptibles d'être arrêtés sur aucun autre motif que pour faire du chiffre, que pour... Voilà, donc... 6 officiers de police judiciaire, OPJ, sur la totalité du service, donc c'est plus que ce que je pensais de leur commissariat parisien, ont en février, pendant plus d'1 mois, interrompu leurs activités pour protester contre les instructions liberticides que leur imposait leur hiérarchie, notamment lors des manifestations Gilets jaunes. Ils se sont mis, donc certains, en arrêt maladie et certains le sont encore aujourd'hui. Donc pour pouvoir justifier du fait qu'ils ne remplissaient pas les quotas. Voilà. Donc bon, après il y a un certain nombre de jours de carence qui ont été supprimés pour la police, donc ils ne peuvent pas faire ça éternellement. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, en tout cas pour ceux qui sont honnêtes dans leur travail. Ils ne sont peut-être pas une majorité, mais en tout cas il y en a. Et sur vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, j'imagine que parmi vous il y a au moins un policier, une personne qui peut être aux manifestations les samedis. Tout ce que j'ai à vous dire, à vous monsieur, ou à vous si vous êtes plusieurs, à défaut, si vous ne pouvez pas d'un point de vue financier, ou juste professionnel vous permettre de vous mettre en arrêt maladie, de faire ce genre de trucs, faites semblant, vous n'êtes pas obligé de viser la tête, faites semblant, frappez pas si fort, faites semblant, s'il vous plaît. Trompez-vous d'étage. Non, mais c'est surtout qu'on est dans une situation absolument ubuesque, où maintenant la police ne se charge même plus d'appliquer la loi, c'est les ordres explicitement qui sont appliqués, et ça une grande partie des policiers le savent. C'est encore, là on a parlé à des policiers, donc devant pas le commissariat, mais devant là où tu as été mis en garde à vue, qui nous expliquent, nous on connaît là, tout ce que vous nous dites là, parce qu'on leur a fait le même pitch avec le témoignage, on leur a expliqué qu'on soutenait ceux de la base, en tout cas qu'on soutenait ceux qui étaient intègres. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, et ils nous expliquent, mais nous on peut rien faire, on fait que suivre les ordres. Même si c'est illégal, on suit les consignes, voilà. Bon, ça nous était dit au TGI aussi, au TGI, là, on était tout à l'heure pour donner, on disait qu'on voulait rentrer dans la salle. En tant que journaliste, parce que finalement on a un média et on vous communique des informations, il nous a dit oui, carte de presse. Mais carte de presse, c'est un statut fiscal, c'est pas du tout. Si tu peux être journaliste avec un stylo, un téléphone, t'es plus ou moins, si tu donnes de l'information, tu fais du petit. On prétend pas être journaliste, hein, mais on tente un minima de donner un peu d'informations. Et il nous dit non, mais c'est pas la loi, c'est les consignes. Donc même lui, dans sa tête, en tant que policier, il fait la distinction, il sait que c'est pas la loi. Mais on n'est pas là pour appliquer la loi, on applique les consignes, on applique ce que notre hiérarchie nous demande. On ne fait qu'obéir aux ordres. On n'a fait qu'obéir aux ordres. Ouais, il y en a d'autres qui ont dit ça, ouais. Ils ont mal fini. Non mais c'est là-dessus, je peux aussi témoigner, puisque j'ai été présent à la manifestation samedi.
J'ai tenté de m'y rendre et j'ai pris le désormais traditionnel 135 € d'amende. 135 € d'amende, hein, les amis. J'ai pris j'ai l'amende, j'ai le PV parce que j'ai refusé d'enlever le gilet jaune quand je l'ai été demandé, quand ça m'a été demandé par la police. J'ai pris 135 € d'amende sur la manif. Alors, je mets au défi n'importe quel juriste de trouver un article de loi qui m'obligerait à enlever le gilet jaune lors d'un contrôle d'identité tout simple. Je vous mets au défi de trouver un article de loi qui me force à le faire sous peine d'amende. Ça n'existe pas, hein. Donc encore une fois, et ils le savent très bien. Donc ils sont chargés d'appliquer des ordres parfaitement illégaux aux yeux de la loi française. C'est un cas exceptionnel pour les gilets jaunes. Mehdi, ton histoire en est l'illustration. On a d'autres témoignages qui sortent sur Internet. On a eu aussi des témoignages chez les constituants de ce qui nous est arrivé. Non, c'est très grave quand même ce qui se passe en ce moment. Pour l'instant, il tape au portefeuille. Donc voilà, ça va être 130 € d'amende à chaque fois. Donc on va voir la suite. On va pas pouvoir tenir comme ça bien longtemps. Donc c'est le but. Hein, c'est de nous faire rentrer tout chez nous, quoi. Tout ça par des pressions judiciaires. D'abord, ça commence par pression financière. Et la guerre des tranchées, on la connaît. La guerre de position, on la connaît. La guerre d'usure, on la connaît. Et c'est dans notre sang, on y arrivera. Mais on ne peut pas accepter ce genre de choses d'arriver en France. On a beaucoup trop de personnes qui sont mortes depuis 300 ans, et même plus pour tous ces droits magnifiques qu'on a ici. Cet espace qui est l'espace français, c'est incroyable. C'est cette cosmopolitanité. Oh là là, j'arrive pas. Cette cosmopolitisation. Oh là là. Toutes ces libertés de circuler, de penser, et tous nos droits. La France, ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Si on n'a plus ça, on n'est plus rien. On est un État parmi tous les États-Unis d'Europe. Et c'est pas ce qu'on veut. On a une souveraineté à conserver, on a des droits, mais si quelqu'un est mort pour quelque chose comme ça, on lui doit un respect infini. On se doit d'appliquer à la lettre toutes ces choses-là. Il faudrait pas qu'on ait à refaire tout ça. Il ne faut pas que tous nos aïeux, parce que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons tous un arrière-grand-père, des ancêtres qui sont morts pour ça. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. C'est pas possible. Ce qu'ont vécu nos poilus, c'est affreux. C'est incroyable à quel point ces morts nous regardent. Et tout ce qu'ils ont fait a une répercussion directe sur ce qui se passe aujourd'hui. Tout découle de notre passé. Notre passé fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est vital de comprendre tout ça, que toutes ces forces de l'ordre, que tous ces gens-là qui ont une conscience, qui sont humains, comprennent que c'est nous qui les payons, c'est nous le peuple, c'est nous qui produisons les richesses de ce pays, c'est nous la France. La France, c'est pas des idées, c'est pas quelques riches, c'est toute une culture, c'est toute une religion du droit et comment dire, de la liberté, quoi. De la liberté, merde. La liberté, c'est pas indivisible. C'est les libertés avec un S, déjà, c'est couper la chose. C'est pas possible. La liberté est indivisible. Et se faire arrêter, se faire mettre en garde à vue pour exercer son droit de manifestant, c'est incroyable. Je tiens à rappeler l'article 35 de notre Constitution. Si le gouvernement viole les droits du peuple, le soulèvement, l'insurrection par le peuple et pour toutes les portions du peuple est le plus sacré des droits et le plus fondamental des devoirs. Le plus fondamental des devoirs. C'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est une discussion qu'on avait plus ou moins avec les policiers tout à l'heure là devant le commissariat, qui n'est pas un commissariat, en leur disant voilà les gars, on a quand même une mafia au pouvoir. Là, il y a des gens quand même dans ce pays qui sont au-dessus des lois, et même eux nous disaient mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je dis bah écoute, nous on est dans la rue, on essaye là, depuis ça fait 4 mois qu'on y est, et le seul moyen, donc c'est ce qu'on essaie de leur dire à chaque fois, c'est ralliez-nous quoi. Si tu disais s'il y a des policiers qui nous écoutent, c'est pas possible autrement. Alors effectivement, un policier qui poserait le bouclier, il risque pas simplement de perdre son boulot sans solde, il risque aussi le pénal. Mais comme on l'a vu en Grèce, c'était des tas de boucliers. Alors est-ce qu'il faut qu'on attende d'être dans la situation de la Grèce, des coupes budgétaires dans tous les services publics, des retraites divisées par 2, des salaires divisés par 2, et même des suicides de retraités sur des places publiques, parce que c'est ce qu'on a vu en Grèce. Et à ce moment-là, oui, les policiers posent leur bouclier. Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on attende ce moment? C'est-à-dire que là, on est quand même dans une pénalisation de la police. La loi ne s'applique plus, hein, on est passé dans des... ou alors même on légifère sur des lois liberticides, voilà, tout se passe comme prévu, tout va bien en France, dans le meilleur des mondes, vive la démocratie. Donc bon. Bon bah écoutez les amis, et oui je vois des tas, je lis vos commentaires hein, les amis, pas payé,
Je vous rassure, à aucun moment je compte payer l'amende. Je pense qu'aucun d'entre nous ne compte payer ces amendes-là qui sont légitimes. Et encore une fois, ça doit aller au pénal, ça ira au pénal. Bon, je crois que c'est sur ces sages paroles qu'on va pouvoir terminer le live, si tout le monde est d'accord. Petit mot pour la fin, Mehdi, du coup. Très très important de relayer ces choses-là. Encore une fois, c'est pas pour moi qu'on fait tout ça, c'est pour tous ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas relayés par des réseaux, relayés par des constituants. C'est tout ce qu'on peut faire. On a cet outil qui est malheureusement détourné de son utilité de base, qui est Internet. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, on a un pouvoir incroyable. Par là, je m'excuse si des fois notre éloquence n'est pas parfaite, mais tout le monde avec un stylo est journaliste en France. Tout le monde avec un cerveau peut penser ce qu'il veut et il faut absolument défendre ça. Et une pensée pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être comme moi, avoir un soutien énorme. Ça me fait énormément chaud au cœur quand je vois les commentaires, les partages, tous les avocats qui font un travail gratuit pour les gilets jaunes qui ont un problème. Vous faites un travail remarquable, c'est extrêmement noble ce que vous faites. Et voilà, même à l'échelle individuelle, avoir un petit statut Facebook, dès lors que vous avez quelques amis, vous pouvez partager ça. Même si les gens ne donnent pas un like dessus, ils l'auront vu et ils auront de quoi réfléchir quand ils prendront le métro. Et c'est très 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 important. Très, très, très important. On ira suivre aussi prochainement du coup au TGI les lundis, on essaiera d'y être si on peut toutes les semaines. Enfin, on va voir les soutenir ceux qui passent en comparution immédiate ou ceux qui prennent des peines pour vous relayer les informations, parce qu'il y a très peu en fait au final d'informations qui sortent sur toutes les condamnations qu'il y a eu. On a de temps en temps des articles de presse qui sortent, mais après c'est pas tant pour donner l'information, je pense qu'il y a des journalistes qui le font, mais c'est surtout pour une forme de soutien. C'est tu sors du tribunal et tu vois qu'il y a des gilets jaunes qui sont là. Ouais, voilà. Si vous pouvez y aller les lundis et mardis. Ouais. Et puis assister aussi à des audiences publiques, allez voir comment ça se passe, parce que vous passez pas en comparaison juste pour un jet de pavé, un tag ou un masque à gaz. C'est procès politique, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous justifier de pourquoi vous avez un gilet jaune de manière assez agressive. Donc je vous invite tous à aller soutenir les gilets jaunes qui passent en comparution les lundis au TGI Porte de Clichy. Et si vous pouvez assister à l'audience pour vous rendre compte de ce que c'est la justice en France. Voilà. Super, bah écoutez les amis, je crois qu'on va finir sur cette note. Restez avec nous sur les Gilets jaunes constituants, puisqu'on va pas s'arrêter tout de suite, je pense. Retourne au TGI. Ah, je pense qu'on va peut-être refaire un petit tour au TGI, tiens, ça va être sympa. Bon, bah allez, d'ici la force honneur, on lâche rien.